Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur la chaîne d'Enfants perdus à Enfants perdus. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter des histoires et vous partager plusieurs réflexions qui, je l'espère, feront naître de nouvelles choses dans nos esprits. La première histoire est celle d'une petite fille. Une petite fille qui vient au monde dans une famille aimante, à sa façon, et qui vit dans une belle maison. Jusqu'ici, tout va bien. Mais cette petite fille, elle a une particularité, elle est différente. Elle perçoit les choses autrement. Et au moment de commencer à exprimer qui elle est, sa façon de voir la vie et le monde, sa famille rejette tout en bloc. Pire encore, elle se moque et la rabaisse, faisant ainsi naître ses premières blessures. La peur d'accepter sa différence fait surface. Elle vit très mal son authenticité, elle ne comprend pas ce qu'elle fait ici sur Terre, dans cette famille, et elle essaye de rentrer dans leur moule au final, afin de trouver sa place. Elle grandit en s'adaptant à eux, et toujours avec la sensation que elle n'est pas véritablement à sa place ici en fait, dans ce foyer. Elle n'est pas au bon endroit. Et les années passent. Les années passent, elle a l'impression de ne pas avoir le droit d'exister, alors elle se bat, encore et encore, pour obtenir le droit d'exister dans cette famille. Au final, elle se bat pour leur approbation et pour se sentir acceptée par eux, mais elle a la sensation de se noyer dans leur océan tumultueux et ne sait pas comment avoir le droit d'avoir sa place. Elle est complètement perdue. Et plus tard, elle comprend que personne ne la lui donnera. Si elle veut une place pour elle exister, c'est à elle de la prendre. Et en ce lieu où elle a toujours vécu, qu'elle a toujours du mal à se sentir au bon endroit, elle décide d'exprimer son monde intérieur, que cela plaise ou non. C'est l'être qu'elle est. Et elle l'explore, elle l'exprime, elle a de plus en plus d'affaires pour pouvoir exprimer tout cela, alors il lui faut de plus en plus de place. Après tout, elle vit là aussi. C'est une espèce de colocation, au final. Il faut s'adapter les uns aux autres. Et voilà que naît un conflit. Le lieu ne lui appartient pas. Il appartient à ses parents. Même si elle y a toujours vécu, même si elle a toujours dit « chez moi », ce n'est pas véritablement chez elle au fond. Dans ce lieu qui ne lui appartient pas, mais dans lequel elle vit, elle a quand même besoin de se sentir à sa place et d'être acceptée. Et un jour, elle comprit. Un lieu en lui-même n'appartient à personne. En vérité, il appartient à la terre. Et elle nous le prête. Elle nous le prête un temps, durant notre passage, qui n'est pas éternel. Ce prêt se fait à des personnes spécifiques. Autrement dit, elle n'est pas chez elle. Ce n'est pas encore son chez elle. Mais dans ce lieu, elle possède quand même son espace, où elle peut exprimer son univers, et en dehors de son espace, libre à elle de l'exprimer. En fin de compte, ce n'est pas le matériel qui fait d'elle qui elle est. C'est alors qu'elle commença à retirer toutes ses affaires, se trouvant dans les autres pièces,
pour rendre la place à sa famille. Ces espaces qu'ils occupent depuis longtemps et qui leur appartiennent d'une certaine manière, puisqu'ils les ont en location dans un certain point de vue. Elle comprit donc que ce n'est pas la propagation du matériel, ce n'est pas la place qu'elle va prendre physiquement dans la maison qui va faire qu'elle va se sentir à sa place et qu'elle va sentir qu'elle a le droit d'avoir sa place. Parce que qui elle est, son être en elle-même, n'a rien à voir avec tout le matériel qu'elle peut avoir. Et elle est libre de l'exprimer à l'extérieur de son espace, de la façon qu'elle le veut, sans imposer de prendre l'espace des autres avec le matériel qui montre son univers. La deuxième histoire est celle d'un jeune homme, d'un jeune adulte, qui vit encore chez ses parents et qui a toujours dû se conformer à leurs lois pour le fonctionnement dans le foyer, ce qui est logique en un sens. Puis, un beau jour, les parents partent vivre ailleurs quelques années. Et voilà qu'il se retrouve dans ce lieu, son chez lui, à pouvoir organiser sa vie dedans comme étant véritablement son chez lui. Petit à petit, il a ses habitudes qui se créent. Il a un sentiment d'appartenance à ce lieu, d'avoir son espace où se sentir lui et avoir le droit à sa place dans cet espace. Et puis, les années se sont écoulées. Les parents sont de retour et réclament ce qui leur appartient. Ce lieu que la terre leur prête durant leur passage ici, ce lieu qui leur appartient toujours, mais qu'ils ont prêté un temps, et dans lequel ils exigent que tout soit comme avant, et que le fonctionnement et habitudes d'avant reviennent en vigueur, éjectant l'autre de la place qu'il s'était créée dans ces espaces, qui ne lui appartiennent pas, d'une certaine manière. Et voilà que le conflit naît. Maintenant, observez bien les reflets miroirs. La dernière histoire parle d'une terre. Il y a des millénaires, personne ne vivait sur ces plaines. Un beau jour, un peuple arriva. Après un long voyage, ils arrivèrent sur cette terre qu'ils n'attendaient plus. Enfin, un endroit où ils vont pouvoir être libres et se sentir chez eux. Enfin, un sentiment d'appartenance à une terre, mais aussi un sentiment de posséder un chez-soi. Ils se mettent alors à développer leur terre, à cultiver, à construire leur village. Et presque aussitôt, une première attaque arriva, puis une deuxième. Petit à petit, des alliances se forma avec des contrées voisines pour se défendre et opprimer les autres à leur tour, afin de ne pas se laisser faire. Mais les voilà envahis de tous les côtés. Les conquérants imposèrent leurs lois. Ensuite, un autre conquérant arriva, éjectant le premier et fit ses règles. Mais, en prenant plus en compte les habitants qui vivaient sur cette terre. Donc grâce à ça, cela amena la paix en ce lieu, en ces lieux, qui avaient déjà supporté quelques combats. Malheureusement, la mort de ce conquérant laissa la place à un troisième,
qui a la volonté d'introduire une culture d'autres contrées sur ce territoire. Mais il y a toujours un respect des habitants. Alors le territoire prospère quand même. Cependant, une partie de cette terre devient la convoitise d'un autre territoire qui réussit à s'en emparer, imposant à son tour une autre culture, en accordant cependant une charte pour le peuple, qui sera une charte théocratique. Ouf, enfin tranquille, se dit-on. Si seulement. À sa mort, son successeur choisit de ne pas renouveler la charte. Il interdit carrément à ce peuple d'être une partie de ce qu'ils sont. Et leur lieu de culte est dédié à une autre divinité. Voilà que naît la première tentative de soulèvement, qui permit quand même une période d'indépendance. Seulement, le trône de cette contrée resta l'enjeu de conflits perpétuels, et nous ne sommes même pas encore à l'an 0. Des empires, des conquérants, des dictateurs venèrent tous, l'un après l'autre, pour avoir cette terre. Les histoires, les événements, la foi les rendirent encore plus inestimables. Les invasions recommencèrent. Leur lieu de culte était de nouveau arraché à eux pour d'autres divinités. Certains firent la route pour voir ces lieux, dont toutes les histoires se répandent. Encore des guerres qui connurent le massacre de leur peuple et de leurs voisins. Encore des conquérants qui imposèrent leur vision, des rois, des pays qui débarquèrent l'un à la suite de l'autre, de nouvelles guerres et un assassinat qui poussa le peuple à reprendre possession de leur contrée par les richesses qu'ils avaient réussi à accumuler. Les conflits continuèrent encore et encore pour des lieux. D'autres pays qui déclarent leurs terres. Des révoltes, puis des colonies, et ensuite l'arrivée d'un tyran qui marqua l'histoire. Puis l'émergence d'un peuple qui revendique son territoire, sur lequel ils n'ont pas vraiment pu profiter de la jouissance de la liberté. Seulement tout au long de ces siècles, tout au long de ces batailles, tout au long de ces horreurs, ils ont fait des alliances. Ils ont accueilli des peuples qui ont migré, dû aux conflits qui traversaient également sur leur terre. Tout comme eux ont également été accueillis par d'autres contrées quand il y a eu de gros conflits, de grosses guerres, de gros massacres, et que du coup ils ont fui ces terres. Et voilà que l'un revendique son territoire, pendant que l'autre, qui avait été accueilli, cultive un chez-soi en ces lieux depuis des siècles. Certes, d'origine, il y a fort longtemps, il venait d'ailleurs. Certes, les terres ont connu des conflits perpétuels depuis l'arrivée des hommes sur ces plaines, et certes, le sentiment d'appartenance et de possession d'un chez-soi est touché. Et le peuple blessé, rempli de ses mémoires, revendique sa place en ce lieu. Mais en même temps, depuis toutes ces années et siècles sur ces terres, elles sont également devenues le chez-soi des autres.
Et pourtant, nous ne sommes que de passage. Vous l'avez peut-être compris, l'histoire que je viens de vous raconter là, sur ce territoire, sur cette terre, c'est l'histoire qu'a vécu le lieu, les terres, le territoire de la Palestine depuis moins 1200 ans. Donc en 1200 avant Jésus-Christ, quand il y a eu cette arrivée que Moïse a sauvé les Hébreux de l'esclavage en Égypte et qui les a amenés sur cette terre, depuis ce moment, c'est tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Donc depuis cet instant, ces terres n'ont pratiquement jamais véritablement connu la paix. Ces terres sont en conflit perpétuel. Parce que d'un côté, il y a cette recherche d'un chez-soi, ces terres dans lesquelles, enfin, c'est un peu les terres promises, c'est la terre promise, effectivement, c'est le nom. Terre promise et au final terre sainte. Et en même temps, cette terre, elle ne nous appartient pas. Cette terre, elle appartient à personne au final. Elle appartient au monde. Elle appartient à la planète Terre. Nous ne sommes que de passage sur elle. Et d'un autre côté, l'histoire de cette terre, l'histoire de la trace qu'elle a sur elle, accueille énormément de peuples, énormément de personnes. Alors au final, c'est quoi un chez-soi ? Quelles sont les choses qui le définissent au fond ? Parce que le lieu vivra tant que notre terre vit, même s'il peut changer de forme. Nous ne sommes que de passage. Nous empruntons ces endroits. Alors, est-ce que ça a vraiment un sens ? Est-ce que c'est véritablement le lieu qui fait notre chez-soi ? J'avais eu cette discussion un jour avec une connaissance qui a vécu un peu partout. Et en réfléchissant, je me disais, mais en fait, chez toi, c'est le monde, d'une certaine manière. C'est où pour toi, ton chez toi ? Et donc cette personne m'a répondu. Et moi, j'étais pas capable de répondre à cette question. Parce que quand j'étais chez mes parents, j'étais chez moi. Quand j'étais dans mon cote à Bruxelles, j'étais chez moi. Quand j'étais dans les appartements de la famille à la montagne en France, j'étais chez moi. Quand j'étais dans mon cote à Paris, j'étais chez moi. Je me sentais chez moi partout. Et j'ai réfléchi à cette chose. Je lui ai dit, mais en fait, moi, je me sens chez moi. Je me sens chez moi là-bas. Je me sens chez moi quand je suis là-bas. Non pas parce que ça appartient à quelqu'un de ma famille. Je me sens chez moi quand je suis en Italie. Si on loue d'une certaine manière la bouca comme on le faisait avec ma famille, qui est une grande villa qu'on louait dans le village, à plusieurs, on la loue, cette villa ne nous appartient pas, mais en ce lieu, je me sentais chez moi. Dans ce village, je me sentais chez moi, et pourtant, je n'y ai jamais véritablement vécu. Parce qu'au fond, ce qui détermine mon chez moi, c'est les personnes avec qui je le partage. C'est les personnes avec qui je vis sur ce lieu.
c'est ça qui me fait sentir chez moi, au bon endroit, accueillie telle que je suis, puisque moi-même, je m'accueille telle que je suis. Revenons à nos reflets miroirs, qui est l'origine même du pourquoi je vous raconte tout ça. Bon, c'est le moment où je vais venir perturber les esprits. Déjà là, il y a une petite question, voilà. Donc on va entrer un peu plus dans le vif du sujet par rapport aux histoires. Si vous réfléchissez, juste les 3 histoires, regardez les reflets miroirs qui se trouvent à l'intérieur. Regardez les concordances qu'il y a entre ce que vit la jeune fille, le jeune homme et l'histoire de cette ère. Il y a un schéma. Il y a un miroir entre les 3. Alors c'est parti. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui on parle du conflit. Et je voudrais vous partager du coup des points de vue de la physique quantique, et de l'énergétique, et voilà, plein de choses. Et donc un des points de vue de la physique quantique, c'est le fait que les autres n'existent pas. Bon, déjà là, l'esprit est perturbé. Bienvenue! J'aime perturber les esprits. Faire l'avocat du diable et libérer tout ce qui est caché, ça c'est mon dada. Mais soit, l'autre n'existe pas, il n'y a que nous. Et en fait, les autres sont des projections de nous-mêmes, des reflets miroirs. Cette notion de reflet miroir, on la retrouve également dans le domaine de l'énergétique. Et de toute façon, ces 2 domaines sont reliés en soi. Concrètement, ça signifie quoi ? Parce que bon, vous voyez bien qu'il y a des autres autour de vous, et que vous n'êtes pas tout seul sur cette terre. Nous sommes, ça c'est un fait. Dans un sens, nous ne sommes rien, et dans un autre, nous sommes tout. Cette dualité nous habite. D'un côté, nous sommes un amas de matière, nous sommes un grain de poussière dans l'immensité de l'univers, nous sommes un être vivant au même titre que les autres, et nous sommes un être humain au même titre que les autres, au même niveau que les autres. Nous ne sommes pas supérieurs à un autre, nous ne sommes pas une divinité, nous ne sommes pas omniprésents. Nous avons réellement aucun droit sur les autres, et de même, les autres ne nous doivent rien, ce qui est logique. De l'autre, nous sommes tout. Nous sommes les créateurs de notre vie. Et nous construisons notre monde. Nous le co-créons avec les autres, en sachant que les autres n'existent pas, et qu'il n'y a que nous. Oui, je sais. C'est pas tout. Donc, que moi, et pour chacun d'entre vous, il n'y a que l'être que vous êtes. L'esprit est perturbé, plus. Donc, on co-crée un monde avec les autres. Mais, les autres n'existent pas. Il n'y a que moi. Je ne suis rien, mais en même temps, je suis tout. Parce que d'une certaine manière, je ne suis personne vis-à-vis des autres, mais d'un autre côté, je suis le créateur de ma vie et je suis le créateur de ma réalité du monde que je co-construis, avec plusieurs personnes qui sont en fait une projection de l'être que je suis. Ouf. Là, ça fait tourner les méninges. Dans cette vision, ça veut dire qu'on co-crée avec des projections de nous-mêmes. Les autres nous renvoient notre propre reflet. Si on regarde le domaine de l'énergétique, de l'astrologie et tout ce qui s'ensuit, les âmes s'incarnent et avant cela, elles observent. Elles observent l'environnement dans lequel elles vont arriver. Parce qu'elles choisissent l'environnement.
Ça veut dire qu'un petit temps avant, notre âme, elle se dit moi, j'ai envie de vivre telle épreuve pour pouvoir me guérir de telle blessure et évoluer vers telle chose. Le but étant d'évoluer et de toujours évoluer. Alors, le pourquoi cette recherche d'évolution constante, c'est une bonne question, mais soit. Donc, avant de s'incarner, elle regarde l'environnement, elle choisit de s'incarner dans telle famille, parce qu'il y a tel problème, tel héritage, telle façon de fonctionner, ou autre, et que cela va faire qu'elle va vivre les épreuves qu'elle a choisies. En plus de tout ça, il est possible de voir ses choix grâce à l'astrologie quand on regarde un thème astral complet. Et j'insiste sur le mot complet. Avoir des bribes d'informations généralisées ne nous guide pas vers la complétude de l'être que nous sommes. C'est logique. Par contre, un thème astral complet nous permet de comprendre le jeu que notre âme a choisi parce que oui, la vie est un jeu. Et donc notre âme, elle est là, tranquillou pépère. Elle a regardé l'environnement dans lequel elle veut s'incarner. Et elle se dit, si je veux vivre ça et réagir comme ça, je dois être comme ça, je dois avoir tel caractère, telle personnalité pour y accéder, telle chose, etc. Bref, elle entre les paramètres. Et elle regarde comment les planètes, du coup, doivent être alignées. Dans quel signe on doit arriver. Quelles sont les énergies qui doivent nous influencer pour pouvoir vivre ce qu'elle a choisi. Et tout ça forme le game. Donc c'est comme si tu étais devant ton écran, avec ta console, ta petite manette, et tu choisis les caractéristiques de ta partie. Tu as envie de tel personnage, tu as envie d'avoir une armure comme ça, telle arme, si tu en prends une, tel bouclier, le lieu de ta partie, c'est celui-là que tu as envie d'explorer, tu choisis ta quête, ce que tu dois atteindre, ce que tu dois combattre, les personnes qui vont t'accompagner ou celles que tu dois combattre, et hop, c'est parti, on y va. La partie commence. C'est un peu le même délire. Elle a choisi sa carte, elle se dit « Ok, les petites planètes sont alignées comme ça, et paf, je m'incarne là dans une maison Verseau à ambiance balance, et ma mission c'est d'arriver dans une maison Capricorne à ambiance Vierge. Et voilà, c'est parti, on y va. On fonce. Allez hop hop hop, on va tester, on va jouer. » Donc d'un côté, si je résume la totalité, d'un côté on n'est rien, et on est tout, les autres n'existent pas, il n'y a que nous, et de l'autre, on choisit notre game. Donc on entre les paramètres, on construit notre petit jeu vidéo là, on construit notre pièce de théâtre, et on choisit du coup qui sont les autres. On choisit qui sont les autres que l'on va attirer pour vivre ce que l'on veut. Et on joue notre pièce de théâtre avec les personnages qu'on a choisis pour co-créer notre monde et qui sont nos reflets miroirs, des projections de nous qui vont du coup nous apprendre, nous faire évoluer, nous révéler des choses sur nous-mêmes et inversement, puisque nous co-créons et que je suis donc un reflet miroir de ces personnes à qui je renvoie leurs projections. Nous sommes donc dans une co-création à partir d'un game qu'on a choisi, avec des paramètres qu'on a choisis, pour réussir à atteindre le but qu'on a choisi, avec des personnes qu'on choisit également, et qui sont nos projections. Et à partir de ça, on co-crée le monde dans lequel nous sommes. Voilà l'origine du contexte, de toutes ces réflexions. Donc revenons au conflit. Ça veut dire que si je suis en conflit avec quelqu'un, puisque l'autre n'existe pas et qu'il n'y a que moi, et qu'il est la projection de moi-même, au final, je suis en conflit avec moi. Je suis en conflit avec une part de moi.
Alors la question pour le premier point, du coup, c'est pour quelle raison? Dans le deuxième, conséquemment à tout ça, c'est le fait du coup aussi d'accepter que la noirceur du monde existe parce qu'elle est vivante à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, c'est compliqué. C'est difficile à accepter. Mais c'est le principe d'équilibre qui nous habite. Nous sommes un équilibre entre le yin et le yang, entre la lumière et l'ombre. La lumière n'existe pas sans l'ombre, et l'ombre ne peut exister sans la lumière. On le sait tous. On a une part de nous lumineuse et une part d'ombre. Pourquoi? Parce qu'il y a un dialogue entre les deux. Et c'est ce dialogue entre les deux qui permet de maintenir un équilibre. Mais les choses existent à l'extérieur de nous parce qu'elles existent en nous, puisque les autres n'existent pas. Les autres n'existent pas. Et nous-mêmes, nous créons notre monde. Nous le co-créons, mais avec des projections de nous-mêmes. Donc ça remet en question pas mal de choses. Déjà, ne serait-ce que par rapport à la responsabilité qu'on a surtout. Parce que c'est difficile à accepter que nous sommes responsables de nos maux, de nos malheurs, de nos colères, des situations que nous vivons, etc., etc. On a bien plus souvent tendance, et c'est bien plus facile, de rejeter la faute sur l'autre. C'est jamais nous. C'est toujours la faute des autres. C'est bien plus facile de se déresponsabiliser et de se déresponsabiliser de nos choix. Or, les actes qui se passent sont des actes qui découlent de nos choix. Nous avons une application dans ces actes. Alors c'est difficile à accepter cette vision. C'est difficile aussi de se dire que la noirceur qui existe en ce monde, elle existe en nous en fait. Et que nous le créons, que nous la co-créons, cette noirceur. Il y a Laura Nathalie, si vous ne la connaissez pas, allez découvrir son univers, qui dit cette phrase, et cette phrase elle m'a interpellée, ça fait déjà un petit temps maintenant, et elle dit « On a tous une part d'Hitler à l'intérieur de nous ». Là on a envie de se dire mais non. Non, quand on regarde ce qu'il a fait, quand on regarde les erreurs qu'il a eues, tu te dis non. Et pourtant on le sait, la ligne, elle est fine. Ce que l'on vit peut nous faire vriller, et on peut dépasser des limites que l'on se disait impensables de base. Mais en fonction de ce que l'on vit, en fonction de notre état émotionnel, de cet équilibre, justement, entre l'ombre et la lumière, de notre capacité à maintenir cet équilibre, on peut tout d'un coup vriller totalement soit d'un côté, soit totalement de l'autre. Et c'est nous qui le choisissons. Parce que si on a tous cette part en nous, si nous avions eu ce vécu, son vécu, comment savoir ce qu'on aurait fait? On serait tout autre avec un vécu différent. On ne serait pas l'être que nous sommes là aujourd'hui avec un vécu différent. On n'a aucune idée de ce qu'on aurait fait à sa place, avec son vécu, en vivant sa vie à travers ses yeux, en vivant son état émotionnel, ses blessures. Si ça tombe, on aurait fait bien pire encore. Mais on ne peut pas s'en rendre compte. On ne peut pas se rendre compte à quel point il n'est pas véritablement possible, on va dire, de comprendre
les actes des autres. Puisque nous ne vivons pas leur vie à travers leurs yeux. Mais par contre, on peut comprendre ce que ça nous fait et ce que ça raconte en nous-mêmes. On peut aussi se rendre compte à quel point la limite elle est fine. Et la limite elle est fine pour tout le monde. Alors oui, aussi difficile cela puisse être de l'accepter, on a tous une part d'Hitler à l'intérieur de nous. Oui, la noirceur de ce monde existe parce qu'elle existe à l'intérieur de nous. Et les conflits naissent. Les conflits naissent entre ces parts de nous. Ils naissent entre les parts de nous que l'on rejette, entre les parts de nous qui nous agacent, et plein d'autres. À chaque conflit qui naît avec une personne, qui est une projection de nous-mêmes, c'est un conflit qui se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, avec cette part de nous que nous rejetons, qui nous agace, que nous refusons de voir, qui nous blesse, et tant d'autres. Alors aujourd'hui, je vous invite à observer ce qui se passe à l'extérieur de vous. Mais pas pour rejeter, pas pour vous dire « ouais, c'est à l'extérieur de moi, moi je suis dans ma bulle, je suis loin de tout ça, ça m'atteint pas ». Non, non, pour comprendre et pour voir à quel point tout ce qui se passe à l'extérieur de vous est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, de ce qui se passe dans votre vie, dans votre façon d'agir, dans votre façon de réagir à ce que l'extérieur vous envoie, à ce que vos propres projections vous envoient. Observez ce qui se passe à l'extérieur pour ensuite regarder ce que cela dit sur vous-même. Cela ne veut pas dire qu'il faut se blâmer. Cela ne veut pas dire qu'il faut broyer du noir encore et sans vouloir et culpabiliser. Non. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience de ce qu'il y a en nous pour s'en libérer et garder l'espoir, garder la foi. Et garder la foi en les autres d'une certaine manière, en le monde, en l'univers, en ce qu'on veut, mais en les autres, puisqu'en fait, c'est garder la foi en nous-mêmes, puisque les autres n'existent pas, et qu'il n'y a que nous. Et puisque les autres sont une projection de moi, si j'ai foi en moi, j'ai foi en eux. Puisqu'ils sont une projection de moi, je peux avoir confiance en eux. Si j'ai confiance en moi, puisqu'ils sont moi. Ils n'acceptent peut-être pas toutes les parts de moi-même, puisqu'ils sont des parts de moi, des projections, des reflets miroirs. Mais ils sont moi. Et moi, je ne me veux pas de mal. Et moi, je crois en moi. Et moi, j'ai foi en moi. Et puis, il y a la recherche de tout ce travail de confiance
en soi et la foi en soi qui peut venir de la foi de plein d'autres choses. De la foi en des divinités, en l'univers, en des guides, à nous de choisir. Chacun sa vision, chacun est libre. Et chacun est libre de penser ce qu'il veut, et chacun est libre d'accepter ou de croire en cette vision des choses, encore une fois, que je partage avec vous. Je les partage pour amener une réflexion. Ou plusieurs. Ouais, plusieurs, on va dire. Sur la concordance qu'il y a entre ce qui se passe à l'extérieur de nous et ce qui se passe en nous. Et à quel point les réponses de l'extérieur sont en nous. Il y a cette phrase dans une chanson, je l'écoutais tout le temps quand j'étais petite, cette chanson. C'est une chanson de Sardou qui s'appelle Espérer. Elle est magnifique. Si vous avez l'occasion de l'écouter, les textes sont vraiment splendides. Enfin, le texte est splendide. Et il dit: espère avec ton cœur, la réponse est en toi, la question est ailleurs. Et encore une fois, c'est un reflet miroir de tout ça. La réponse est à l'intérieur de toi, les réponses sont à l'intérieur de toi, et effectivement, les questions sont à l'extérieur de toi. Puisque l'extérieur de toi sont des projections de toi. Alors voilà pourquoi j'aime cette phrase, voilà pourquoi je diffuse cette phrase encore et que je la diffuserai à la fin de chaque podcast. C'est en apaisant notre cœur que nous réussirons à apaiser celui du monde. Alors apaisons notre cœur, tous ensemble. Je vous souhaite bonne réflexion. J'espère que j'ai pas trop perturbé votre esprit. Et je vous dis à une prochaine.